Valeu, esquerda. Partiu. Pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Bien sûr, quand on aime le foot, on parle foot. Il est 21h. On n'est pas en retard à la seconde près. Hein, et on est précis ce soir, on est précis. Et oui, ce soir, on aura un invité de marque. Je vous le dirai tout à l'heure. Mais avant, bien sûr, avec moi, mes chroniqueurs, Émilie, Thomas, Jean-Michel Badiane, qui est là avec nous, il est chroniqueur. Première fois qu'il sera en tant que chroniqueur. Bonsoir. Nouveau, ça va piquer. Et Brice aussi, qui fait sa deuxième, qui lui sera notre off Twitter. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. On les a déjà un petit peu entendus, là, ils sont chauds. Jean-Michel, il se réserve, mais vous inquiétez pas, hein. Il va arriver après, hein. Parce que les autres, ils parlent, mais attendez, vous allez voir. Je vous attends, je vous dis du grand Jean-Michel ce soir. Oula. Et ce soir, notre invité, un invité de marque, comme tous les mardis soirs, a été formé à Laval, dont il a joué 3 saisons, parti au Mans, il a joué aussi encore 3 saisons, et est maintenant actuellement au Red Star. Oh. Pierre Gibaud. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Merci d'être présent avec nous ce soir. C'est un énorme plaisir de vous avoir sur l'antenne de RTS Radio. Merci beaucoup. De même. Bien, alors, avant de commencer cette émission, n'oubliez pas, sur YouTube, tous nos anciens podcasts, quand on aime le foot, on parle foot, vous nous retrouverez sur YouTube, sans aucun problème. Avec Ludovic Joly aussi. Avec Ludovic Joly, voilà, exact. Et les podcasts d'El Sport aussi, et de À vos pronos. Diane aussi, et Jean-Michel qui a eu son podcast aussi. Oui, mais tout le monde l'a eu. Mais Jean-Michel, il l'a eu, ça c'est sûr. Aussi, n'oubliez pas, si vous avez envie de réagir en direct avec nous, de réagir sur tous les débats, Skype, on aime foot auditeur, tout attaché, en pseudo sur Skype, et vous reviendrez, on vous appellera directement, et vous viendrez parler avec nous sur les débats, dire votre avis. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez vous dire votre avis plutôt par écrit sur Twitter, on parle foot. Brice sera là pour nous relater toutes les réactions en direct dans l'émission. Alors Brice, n'hésite pas à nous couper, hein. N'oubliez pas aussi nos partenaires, hein. Jeunefoot.com, tout le monde s'en fout, et football.com, merci à eux. Et donc j'oublie pas, allez vous abonner à ABRM Anoudjan. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Pierre, c'est pas facile. Je pense. Le mieux c'est que tu l'épelles. Hein. Le mieux, ouais, c'est que je l'épelle. Elle est morte de rire derrière, on l'entend. AOUNAJJAN. Allez vous abonner. Toute l'actu foot sur Twitter. Enfin, tout ça, c'est sur Twitter. On lui fera des RT toute la semaine, et comme ça. Elle aura 200 abonnés en quelques secondes. Ça, c'est sûr. Allez, c'est parti pour notre émission. L'invité va choisir les débats. Premier débat, je te propose, le ballon d'or est-il vraiment utile? Ou plutôt, comment faire la transition lorsque l'on a une icône à la tête d'un club? Doit-il partir définitivement? Et après, comment ça se passe pour la transition? Quel est ton choix, Pierre? Alors, je vais choisir le premier débat sur le ballon d'or. C'est parti. Ballon d'or. Alors là, Émilie est un peu déçue parce que c'était ton deuxième débat. Mais t'inquiète pas, Émilie, on le remettra pour un autre invité parce que c'est si intéressant. Hein. Non, mais il est très intéressant et le choix, je pense, fut cornélien, il faut le préciser. Moi, il a pas mis beaucoup de temps à choisir, hein. Non, mais il avait bien réfléchi avant. La deuxième question était un peu trop compliquée, donc. Non. Non, mais c'est honnête. Allez, c'est parti. Le ballon d'or est-il vraiment utile? On en fait des pataquès énormes, on en parle partout, on en dit, on en redit, on sait pas qui va être le ballon d'or, mais d'un côté on se dit que c'est Messi. Enfin voilà, on s'en sort plus. Les 23 nominés assez rapidement, je vous l'ai redit, Agüero, Balotelli, Benzema, Buffon, Busquets, Ronaldo, Rooney, Casillas, Drogba, Falcao, Ibra, Iniesta, Messi, Touré, Yaya, Van Persie, Xabi, Neuer, Neymar, Ozil, Piqué, Pirlo et Ramos et Xavi pour finir. Donc voilà, on n'en finit plus. Et puis c'est ces journalistes qui votent, les sélectionneurs nationaux et les équipes aussi, les capitaines d'équipe. Donc voilà, ceux qui votent. Donc
Pierre, pour toi, est-il vraiment utile ou c'est plutôt cet aspect, on va dire, médiatique qui est plutôt mis en avant que plutôt que le joueur qui devrait être mis en avant pour ce Ballon d'Or, ou c'est pour faire du buzz, quoi. Ouais, c'est déjà la récompense la plus importante pour le joueur, pour le joueur qui est sans doute considéré comme le meilleur joueur du monde grâce à cette récompense. Maintenant, je pense que dans le foot, c'est un sport collectif, donc je pense que de reconnaissance individuelle, c'est important pour un joueur. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler entre Ronaldo, Messi qui se tire un petit peu la bourre en ce moment, parce que c'est à la fin du mois qu'on va savoir. Sur les exploits de Zlatan, on en entend parler aussi. Maintenant, je pense que je vais parler en tant que défenseur, mais les défenseurs, certains milieux de terrain, même les gardiens, sont pas assez mis en avant sur ce genre de récompense, parce que voilà, on juge le terrain, les buts, toutes les belles actions. Maintenant, je pense que défensivement, il y a aussi de joueurs qui méritent ce Ballon d'Or. Donc encore une récompense enfin voilà, ça va se battre entre Cristiano Ronaldo et Messi. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de joueurs à caractère défensif. Alors, cher chroniqueur, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce dialogue de Pierre, hein, on peut réagir dessus, ou qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce ballon est vraiment utile? Les pieds dans le plat, je suis un peu de l'avis de Pierre, je suis désolé, je prends tout de suite la parole, mais le Ballon d'Or a été créé en 1956 par France Football, donc gros coup de buzz au passage pour France Football. 43 joueurs différents l'ont eu jusqu'à présent, un seul gardien, donc Lev Yashin en 63. Ça montre un peu qu'on s'en fout un peu des gardiens dans le Ballon d'Or, on s'en fout clairement. Et on a deux défenseurs. Donc on a Matthias Sammer en 96. Cannavaro. Et Cannavaro, effectivement, lors de la Coupe du Monde en 2006. Ce sont les seuls. Le reste, ce sont des milieux de terrain ou quasiment tout le temps des attaquants. En gros, les défenseurs et les gardiens, c'est même pas la peine de concourir. De toute façon, vous gagnerez pas, ça sert à rien. Je suis scandalisé, je trouve ça honteux. Parce que des gardiens, ça sert à rien. Voilà. Et il y a des gardiens qui le mériteraient, comme Dinosov qui à l'époque l'aurait mérité, comme Buffon l'aurait mérité, comme Petr Cech cette année l'aurait mérité, Casillas l'aurait mérité depuis 4 ans, il le mériterait tous les ans. Non, on s'en fout, il compte pas. Donc voilà, ça me saoule, je trouve ça ridicule comme compétition, pour ma part. Très bien. Alors Thomas a dit son avis. J'aurais bien aimé avoir l'avis de Jean-Michel là sur ce Ballon d'Or. Alors pour moi c'est très simple, depuis 2-3 saisons en fait, depuis qu'ils ont changé un peu les critères de sélection pour l'obtention du Ballon d'Or, ce Ballon d'Or me gêne en fait, parce que je remets pas du tout en cause la valeur intrinsèque des deux joueurs là, que ça soit Cristiano ou Lionel Messi, parce que ce qu'ils font c'est extraordinaire. Mais le critère qui fait qu'on regarde plus le palmarès sur la saison du joueur me dérange encore plus que le fait que qu'aucun joueur défensif ne l'ait ou ait peu de chance de l'avoir. Là, je me dis qu'avec le talent qu'ils ont intrinsèquement, on va partir sur 10 ans où ils vont se partager le Ballon d'Or. Concrètement, je plains des joueurs comme Andrés Iniesta, comme Xavi pour ne citer que, parce que concrètement ce que font les deux là au-dessus, c'est tellement énorme que si on peut même plus mettre en avant le palmarès qu'on a eu sur sa saison en club ou sur sa saison en sélection, ça devient compliqué. Donc au résultat, on est parti sur une campagne digne des élections américaines à Barack Obama, entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, maintenant on parle de Zlatan. À chaque but, on a l'impression qu'on découvre ces grands joueurs, alors que non, ils font ça depuis quelques saisons et on sait qu'ils sont très forts. Maintenant, le fait de changer ces critères, pour moi, je trouve que ça fait perdre énormément de valeur à ce Ballon d'Or, parce que beaucoup de joueurs font de très belles choses, même de très grandes choses dans de très grands clubs, et malheureusement ils se battent concrètement pour être au mieux au pied du podium, quoi.
D'accord. Très bien. Émilie, ton avis aussi sur ce Ballon d'Or et après on enchaînera sur les autres points du Ballon d'Or. Émilie, vas-y. Pour moi, clairement, Jean-Michel, je te rejoins tout à fait. Tu comparais ça aux élections. Moi, le Ballon d'Or, je comparais ça plus aux Oscars ou aux Césars. On en fait tout un truc. Alors que pourtant, ça n'empêche pas les joueurs de jouer, et au niveau cinéma, ils continuent toujours à faire leurs films. Donc oui, c'est une reconnaissance qui peut être très intéressante pour le joueur. Maintenant, est-ce que ça sert pour moi? Non. Ou alors, il faudrait faire un Ballon d'Or avec plusieurs catégories pour les défenseurs, pour les gardiens et pour les attaquants, parce que on joue pas pour les mêmes choses, on joue pas sur les mêmes critères. Donc après, quitte à faire un titre, autant en faire pour tous les niveaux sur le terrain. Alors voilà. Je suis tout à fait de ton avis, Miniclif, je t'interromps un instant, je suis tout à fait de l'avis d'Emilie, parce qu'effectivement son avis est très pertinent. Et c'est vrai que jusqu'à il y a 3-4 ans, en règle générale, les vainqueurs du Ballon d'Or étaient ceux qui avaient gagné la Ligue des Champions, ou la Coupe du Monde, ou l'Euro, ou la Copa América. C'était très rare encore la Copa América, c'était souvent l'Euro, la Coupe du Monde, ou la Ligue des Champions. Depuis 3-4 ans, on a toujours les mêmes, Messi, Ronaldo. Aucun des deux n'a gagné de Coupe du Monde, aucun des deux n'a gagné un Euro ou une Copa América. Moi, il y a 3 joueurs, honnêtement, qui me manquent dans ce palmarès, et qui jouent toujours, et comme toi, Michel, tu le disais, c'était Xavi, Iniesta et Pirlo. Pirlo, il a fait une saison absolument monumentale, et pourtant, il va pas être récompensé. Xavi a fait une saison absolument énorme, il va pas être récompensé. Et même plus, là, on va avoir effectivement un gagnant du Ballon d'Or qui n'aura gagné ni Euro, ni Copa América, ni Ligue des Champions. Et avec un peu de bol, il n'aura même pas gagné le championnat, donc de son propre pays. Donc c'est un petit peu abusé, je trouve. Pierre, ton avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment équitable? Ouais, j'allais rebondir justement sur ce qu'il disait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Ballon d'Or, c'est plus une récompense des statistiques en matière de buts, de buts, de passes décisives. C'est un peu cette récompense-là aujourd'hui, parce que moi, comme je disais, voilà, et un joueur comme Casillas, comme Sergio Ramos, même si voilà, ils sont moins mis en lumière aujourd'hui, justement, le Ballon d'Or, ça devrait ben voilà, leur servir à les mettre sur le devant de la scène, parce qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, que maintenant le Ballon d'Or, c'est vrai que c'est entre Messi et Ronaldo, et puis le reste, en fait, bah voilà, ils sont là juste pour faire la liste. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Et comme en étant défenseur, et si je me trompe pas, Jean-Michel en est un aussi. Donc, tout à fait. Ouais, effectivement, ouais. Donc voilà, je suis à fond derrière les défenseurs, mais que ce soit les gardiens aussi. On est 11 sur un terrain. Maintenant, c'est vrai que dans le sport collectif, une récompense individuelle, voilà, c'est aussi bien pour les joueurs. Mais comme je disais, valoriser les défenseurs, même les milieux de terrain défensifs comme Iniesta, Xavi, même si d'ailleurs Iniesta a eu le prix de le meilleur joueur FIFA, il me semble. Oui, oui, exact. Ouais, donc voilà, encore, voilà, c'est aujourd'hui ce qui me dérange un petit peu, c'est que les défenseurs, même les gardiens, même si on parle de palmarès, Casillas, il a gagné l'Euro, il a gagné la dernière Coupe du Monde, c'était le meilleur gardien à l'Euro, si je me trompe pas. Donc Après, est-ce qu'on peut pas se poser aussi la question sur les personnes qui votent aussi? Parce que c'est des journalistes, des sélectionneurs nationaux et des capitaines d'équipe. Les mecs, ils votent comme ils ont envie de voter, hein. Bah si, on peut forcément se poser la question parce que je vais donner un exemple très simple. Après, on est libre d'aimer Cristiano ou Messi, c'est 2 extraterrestres qui font, c'est exceptionnel. Mais bon, il faut reconnaître, sans mauvaise foi, que c'est plus difficile aujourd'hui, même s'il a son caractère, hein, de vivre dans la peau de Cristiano Ronaldo que celle de Lionel Messi, parce que il divise plus. Beaucoup disent qu'il est arrogant. Et inconsciemment, qu'on le veuille ou non, sur les votes, forcément, on préfère Lionel Messi, qui est plus policé, qu'on entend peut-être beaucoup moins, qui donne moins cet aspect arrogant de lui, que Cristiano, qui est limite tout l'inverse, quoi. Donc c'est pour ça que ça me gêne vraiment, quoi. Je me dis, j'accorde plus d'importance quand je lis la liste des 20 ou 25 joueurs, parce que bon, à 2-3 exceptions près, pour moi, c'est les 25 meilleurs joueurs du monde, en tout cas sur la saison, que sur les 2 qui vont se battre, comme ils le font depuis 3-4 saisons, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. N'hésitez pas, Twitter, toutes les réactions sur Twitter, n'hésitez pas. Brice nous les dira à Moi, l'antenne. j'aimerais juste faire un point. Il faut pas oublier une chose, c'est que le Ballon d'Or existe depuis 1956 et qu'à la base, on récompensait le meilleur joueur européen et non pas le meilleur joueur tout pays confondu. C'est que depuis seulement 2007 qu'on récompense le meilleur joueur du monde et n'évoluons pas seulement dans un club européen qui est le cas depuis 95. En 94, OEA a fait avec Milan une saison absolument fantastique, mais manque de bol au Ballon d'Or, on pouvait pas le faire gagner parce qu'il n'était pas européen. Donc on a changé un petit peu cette époque de la règle en 95 pour effectivement faire gagner un joueur jouant en Europe. Maintenant, c'est joueurs jouant dans le reste du monde, donc dans le monde entier. Donc le Ballon d'Or évolue et il est effectivement probable que la suggestion tout à l'heure d'Emilie finisse par arriver à son terme, qu'on ait un Ballon d'Or par ligne. Ça pourrait être la meilleure solution. Surtout que Lionel Messi, en plus, avec l'Argentine, voilà, c'est pas le Lionel Messi de Barcelone. Donc, c'est pas folichon, quoi. C'est peut-être aussi grâce à des joueurs comme Xavi, Iniesta qui rayonnent dans cette équipe-là. Ah bah clairement, tu as tout à fait raison, Pierre, parce qu'on l'a vu l'an passé, Xavi a été absent pendant 3 mois pour cause de blessure, Barcelone a perdu le titre à ce moment-là. Donc clairement, Xavi, c'est le maillon essentiel à la fois de Barcelone et à la fois de la Rora. En n'oubliant pas non plus que Xavi, le seul titre qui lui manque en son palmarès, c'est effectivement le Ballon d'Or. Il a tout gagné sinon au niveau collectif et individuel. Il lui manque que le Ballon d'Or. Et quand je dis tout, c'est Euro, Coupe du Monde, Jeux Olympiques et tout ce qui va avec. Hein. Ouais, donc au niveau du gars quand même. Donc on voit quand même qu'il y a des joueurs comme vous êtes en train de le dire, il y a des joueurs qui sortent d'un type de placement, qui jouent différemment. Alors comparer des joueurs, c'est assez complexe aussi, c'est pas facile. Faut se mettre quand même à la place du votant, comme vous le dites. Déjà là, tout le monde est un peu dispatché. C'est l'Eurovision. Ouais, peut-être c'est un peu l'Eurovision, il y en a qui chante l'autre qui chante super fort et l'autre un peu moins fort, voilà, c'est différent comme tu le dis, ouais, ça peut être un peu ça. Et puis on voit bien que dans cette liste, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, il y a que 2 défenseurs, Piqué Ramos, et on peut dire aussi pourquoi pas récompenser Pirlo pour toute sa grandeur. Exactement. Et tout ce qu'il a fait, on peut dire ça aussi, il y a plein de choses. Alors ce Ballon d'Or, est-ce qu'il faudrait pas plutôt faire plusieurs titres? Ballon d'Or, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ballon d'Or du défenseur, Ballon d'Or du gardien, Ballon d'Or. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Paris. Bah après voilà, ça, parce que le charme du Ballon d'Or, c'est qu'il y en a qu'un. Ouais. Après peut-être faire des récompenses, voilà, le meilleur défenseur aujourd'hui, pas forcément sous forme de Ballon d'Or, mais un titre, voilà, meilleur défenseur, meilleur gardien, meilleur milieu de terrain, meilleur attaquant. Parce qu'aujourd'hui voilà, les attaquants sont mis en avant, que ce soit sur le terrain mais aussi financièrement, c'est ceux qui touchent le plus d'argent, faut pas se le cacher. Donc voilà, parce que c'est eux qui marquent les buts, c'est à ces personnes-là que tout le monde s'identifie. Donc voilà, aujourd'hui on entend Messi, Ronaldo, mais je suis là aussi justement pour faire parler de nous les défenseurs, parce qu'on travaille un petit peu dans l'ombre, mais c'est dans le football, pour bien attaquer, faut bien défendre d'abord. C'est ce qui sur Twitter, c'est ce qu'on a comme réaction. Pourquoi pas un Ballon d'Or par poste, Brice, il nous entend, mais il va prendre la parole tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'au niveau après, ce serait bien, mais je pense qu'au niveau de la FIFA, ils se posent vraiment pas la question, parce que pour l'obtention de l'autre titre, le titre du joueur FIFA, il y a une équipe type. Donc eux, ils considèrent que concrètement, lorsqu'ils mettent Gérard Piqué dans l'axe, Sergio Ramos dans l'axe, Daniel Alves à droite, ils considèrent que les joueurs en question peuvent se considérer comme le meilleur joueur du monde à leur poste sur la saison. Donc mais t'auras quand même pas un truc sur la cheminée en fin de saison, quoi. Oui, bien sûr. La cheminée restera pleine de poussière, t'auras pas le trophée dessus quand même, ça change pas grand chose. Ah oui, non, c'est sûr, mais moi je pense qu'on n'y arrivera jamais au Ballon d'Or par poste, quoi. C'est parce que il y a ce caractère unique qui fait que le joueur qui le gagne, qu'il soit décrié ou pas, là c'est pas le cas, mais si c'était le cas, qu'il soit décrié ou pas, c'est un truc qui limite qui l'amènera dans sa tombe, quoi. Il a été le meilleur joueur du monde sur une saison, quoi. Donc oui, là, c'est sûr que ça reste sur le bord de la cheminée sans aucun problème pendant des années, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est. Alors, en France, on a fait le ballon de plomb, sinon, mais c'est mon prestige, comme Sinon aussi, il faut faire un par poste. Il y en a qui l'ont par poste aussi, il y en a qui l'ont souvent.
Je ne sais pas, je ne connais pas. Je vais pas dire le détenteur hein, parce que ça va me faire mal, mais l'année dernière, je sais qui c'est qui l'avait, hein, mais bon, je dirais pas le nom. Bon, enfin, j'ai un petit souci de mémoire. C'est qui déjà l'année dernière qui l'a eu? non, Oui, moi non, aussi, non, je veux savoir. J'ai pas le droit de le Si, redire. non, mais si, balance, on veut balance. savoir. Non, parce que c'est mon club de cœur, donc oui, c'était Ah, Johan mais on Demont s'en qui fiche, allez, l'avait eu. dis. C'était Johan Demont qui avait eu Oh, c'était mérité. le pied de plomb. C'est un défenseur, voilà. Et voilà, Et voilà, les gars. et voilà. Et voilà, les gars. Vous pouvez prétendre un peu, c'est ballon de plomb, c'est tout. Ouais. Donc on voit que c'est dur quand même à avoir des avis là-dessus. Mais d'un côté, tout le monde le regarde et tout le monde attend à voir de belles choses en tout cas sur ça. Donc de toute façon, dans tous les cas, vous allez quand même regarder qui va l'avoir, même si c'est pas vraiment utile. Après, si je peux me permettre, la vraie question, c'est pas quel est le rôle du Ballon d'Or, mais est-ce qu'il a toujours un rôle finalement, ce Ballon d'Or? Parce que dans le passé, oui, ça récompensait les meilleurs joueurs sur une saison par rapport à une compétition donnée ou autre, mais est-ce qu'il a toujours un rôle depuis 4 ans? Là, la question, par contre, mérite de se poser finalement. Allez, Pierre. Bah ouais, c'est difficile de se prononcer parce que voilà, c'est maintenant je sais, moi je vais l'apprendre, voilà, je vais l'apprendre sur internet, tout ça, je vais bien sûr que je vais me renseigner pour savoir qui va l'avoir. Mais bon, je me doute quand même que ça sera Lionel Messi cette année parce que même si Cristiano Ronaldo a des stats extraordinaires, voilà, il y a toujours des petites frasques qui voilà, des petits gestes d'humeur qui énervent un petit peu. Donc je pense encore pour son exemplarité et pour son talent, Messi va gagner. Maintenant, c'est difficile de se prononcer parce que c'est vrai que ça a perdu un peu de son charme le Ballon d'Or. Non, mais sinon, faudrait faire un Ballon d'Or pour Messi et Ronaldo et jouer tous les deux, puis un pour le reste du monde. Ça peut être sympa aussi. Parce que ça cache quand même derrière ces deux-là, il y a des joueurs quand même extraordinaires qui mériteraient justement un petit rayon de soleil, comme Xavi, justement, parce que voilà, sa carrière, elle se termine bientôt, Pirlo aussi. Voilà. Messi, si on lui donne pas cette année, et à Ronaldo aussi, ils seront encore trio de tête l'année prochaine. Alors justement, j'ai une petite question pour vous, et ça sera la dernière sur ce débat. Est-ce que si par exemple, ces joueurs-là, comme on le dit, qui sont dans l'ombre de Messi, de Cristiano Ronaldo, Iniesta et tout le reste, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des joueurs hyper déçus? Est-ce qu'ils s'attendent vraiment par exemple, on dit que Messi l'a pas, est-ce que vraiment il va être déçu au fond de lui-même, vraiment dans un orgueil, et qu'il va peiner à s'en remettre sur les terrains? Est-ce qu'on va s'attendre à ça, quoi? Bah, désolé, hein, je vous coupe la parole. Non mais vas-y. Je pense que celui qui serait le plus déçu, c'est Cristiano de pas l'avoir, parce je pense que c'est lui qui entretient un petit peu la rivalité entre les deux, parce que je sais pas, enfin je suis pas à sa place, mais je pense pas que Léo Messi, en tout cas, il montre pas que Cristiano c'est son principal rival, donc je pense plus Cristiano soit déçu, tout ça, parce que bon, il fait quand même une grande saison encore. Maintenant, dans l'autre sens, ça m'étonnerait un petit peu moins, parce que je pense que Messi a peut-être la tête un peu plus sur les épaules que Cristiano sur ça. Alors, et donc Brice a une petite réaction sur Twitter. Vas-y Brice, on t'écoute. Ouais, ça réagit pas mal, et pour beaucoup de twittos, le Ballon d'Or n'a même plus aucune signification. Par exemple, Jérémy Batté nous dit que le Ballon d'Or a tout simplement aucune signification aujourd'hui. Et on a également Mathieu Blaise qui réagit pas mal et qui lui propose, comme qu'a proposé Domenech il y a quelques jours, de faire un Ballon d'Or par poste, comme ça ce sera au moins plus logique. D'accord, ok, très bien. Et puis on va attendre une petite réaction d'un... Moi j'aimerais juste dire une chose, je suis quand même assez content parce que dans le Ballon d'Or cette année, dans les 23, on a un ancien joueur du Mans formé quasiment au Mans, donc moi je suis content, ça me va très bien. On pense à Didier Drogba. Exact. Il faut le dire, on ne le dit pas assez, Didier Drogba était formé au Mans comme Pierre, à qui on prédit le même avenir. Moins haut sur le terrain, mais le même avenir. Je pensais que au début, je pensais que tu parlais de moi. Et je parlais de toi, mais dans 10 ans en fait, pas encore. Allez, on a une petite réaction d'un auditeur qui est avec nous. Je vais dire, vas-y, présente-toi, ton nom et ton prénom, et vas-y, réagis sur le débat que tu voulais entendre. Allô? Oui, vas-y, on t'entend. Allô, est-ce que tu nous entends? Très bien. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Vas-y, réagis à ce que tu voulais nous dire sur Alors, pour la question du Ballon d'Or. alors pour le Ballon d'Or. Ouais. Moi, voilà, je vais dire une chose là, parce que là, le joueur là, Monsieur Gibaud là, Oui. pas d'accord tout à fait avec lui. D'accord, ok. Sur là, quoi Sur quoi tu n'es pas d'accord? pensez aussi pour le grand joueur pour moi, c'est Iniesta. D'accord, ok. Pour toi, Ballon d'Or, c'est Iniesta, quoi. Moi, pour moi, s'il n'y avait pas Iniesta, Messi, il sera pas là. D'accord, ok. Ah ouais, c'est pas faux. Après, C'est je lui qui suis fait passe, quoi. un peu de ton avis, effectivement. Mais maintenant, c'est vrai qu'Iniesta et Xavi sont complémentaires. L'un va pas sans l'autre. Non, Que ce soit mais dans la Rora ou à Barcelone. Il mérite le Ballon d'Or, de mon avis. Et pourquoi pas, et pourquoi on peut pas avoir un joueur comme, par exemple, Benzema pour avoir le Ballon d'Or? Après, plus tard, peut-être, on va dire, oui, peut-être. Après, c'est sûr, comme on le dit, après, si Messi reste toujours aussi bon, ça va être très compliqué. Merci à toi, et puis, à très bientôt. Bah, tu viens réagir quand tu as envie, une autre fois. Merci. Si ça vous dérange pas. Vas-y, dis-nous. Aussi de poser une question à le joueur là, Gibaud là. Vas-y. Pierre, ouais. À Pierre. Moi, je le dis, puis Gibaud, là, il perd sa place toujours dans cette équipe, parce que normalement, il devait jouer en équipe première. Parce que là, il est avec Red Star, je le vois et tout ça, mais c'est un grand joueur aussi, c'est un bon arrière. Merci. C'est pourquoi il reste toujours, il perd toute sa vie avec une équipe qui monte pas, qui n'aide pas. Excusez-moi pour cette question-là. Non, mais il y a pas de problème. Très bien. On voit que les supporters sont derrière Pierre, et justement, c'est très bien, voilà. Bon, allez, on se retrouve, juste après cette petite coupure pub. Bon, je vous remercie beaucoup, merci beaucoup, Merci à toi. Allez, Merci, au revoir. on enchaîne sur le deuxième débat. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Ici Ludovic Joly. Ici Wanueloa. Ici Franck Fiorino. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. Ici Badiane Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot. Et je l'écoute sur RTS Radio. Allez, on enchaîne tout de suite sur ce deuxième débat. Qui va être aussi houleux que le premier. Je tiens à vous le dire, à mon avis, ça va fighter, ça va jouer des coudes. Et là, ça va être un peu dangereux. Deuxième débat, je vous dis, les sanctions sur les espoirs. Est-ce de trop, est-ce normal ou plutôt politique avec cette fédé qui a mis cette sanction en place. Donc je vous le rappelle, M'Vila, 1 an et demi de non-sélection en équipe de France jusqu'au 30 juin 2014. Ben Yedder, Mawinga, Kreisman et Nyang jusqu'au 31 décembre 2013. Alors première question, alors n'hésitez pas à réagir sur Twitter, on vous redira, et puis sur Skype, on aime foot auditeur, comme l'a fait à l'instant notre auditeur. Donc tout de suite pour toi, Pierre, est-ce que c'est trop sévère pour toi ou c'est une sanction exemplaire? Je pense que c'est mérité, parce que je vais remettre dans le contexte. Phase qualificative pour l'Euro, match retour où faut faire match nul ou gagner en Norvège pour se qualifier, se permettre de sortir, de faire une virée parisienne, en plus avec l'équipe de France. Je pense que c'est grave. Maintenant, où je voudrais débattre un petit peu, c'est dans le sens où est-ce que si l'équipe de France Espoir avait fait un bon résultat en Norvège, est-ce qu'on en aurait entendu parler, ou alors l'histoire aurait été enterrée? C'est là où justement je me pose des questions. Après, il y a la sanction d'Envila, peut-être un petit peu longue parce qu'elle lui empêche de prétendre à la phase de la Coupe du Monde. C'est le but, clairement. Ouais. De toute façon, je pense qu'il paye un petit peu il fait les frais du bus de Naïsla, ça c'est sûr qu'il y a aussi ça. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi les réactions des joueurs à l'Euro avec Nasri, Menez, etc.
Donc je pense que voilà, c'était c'est un peu trop sévère quand même ou ouais, alors la vraie question comme tu l'as dit c'est pas faux cette question-là. Est-ce que vraiment ça serait ressorti dans les médias et vraiment il y aurait une sanction? Ça je pense que non. Après pour ma part, après je sais pas, peut-être que mes chroniqueurs vont nous dire ce qu'ils en pensent. Alors trop sévère ou pas trop sévère pour vous chers chroniqueurs, à vous la parole. Clairement, c'est un faux débat. Non, c'est un faux débat. Oui, on va leur coller des sanctions exemplaires, mais c'est juste pour essayer de redorer une énième fois l'image du football français, montrer qu'il y a un boss dans le navire. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des élections qui sont actuellement en train de se faire dans les hautes instances. C'est juste pour ça, pour montrer l'exemple. Mais clairement, s'ils font appel, MPLAF, il fait appel, il va prendre même pas un an, ça c'est clair et net. On va couper les ailes de jeunes joueurs qui peuvent être l'avenir du football national. Il faut aussi qu'on pense à ça. C'est pas en leur collant un an de suspension qu'on va les calmer. Ça c'est en plus clairement l'équipe de France, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre pour l'instant? La plupart ils démarrent leur carrière, donc ils vont d'abord réussir en club avant de prétendre à l'équipe de France. Là, je pense notamment au petit Ben Yedder, effectivement. Non, mais c'est la non-sélection. Attention, Tom, je te complète, c'est la non-sélection en équipe France Espoir. Enfin, toute l'équipe de France en général. Donc Espoir bien aussi. Bien entendu. Mais tu vois le petit Ben Yedder qui est à Toulouse, qui fait un carton depuis le début de saison. Je vois mal l'idée des chances en privé, c'est le mec qui met 30 buts en fin de saison. Il faut être logique aussi. Allez, vous pouvez réagir. Hein, je vous écoute, cher chroniqueur. Hein. Jean-Michel ou Émilie, comme vous voulez. Moi, honnêtement, j'ai trouvé cette sanction disproportionnée. C'est aussi simple que ça. Il y a eu bêtise, grosse bêtise même, parce que pour avoir fait partie de plusieurs groupes de joueurs et notamment de cette sélection espoir, il y a une discipline collective à observer. Je suis tout à fait d'accord. Donc à partir du moment où il y a grosse bêtise, sanction il doit y avoir, il n'y a pas de problème. Mais pour être honnête, quand j'ai appris la sanction, j'ai plus vu une sorte de populisme de la part des dirigeants, de vouloir sanctionner aussi durement ces joueurs. Je me dis bon, dans l'état d'esprit où ils étaient, ils auraient pu carrément leur mettre une peine de prison, peut-être les contraindre à l'exil, je sais pas. C'est la guillotine, hein, c'est la guillotine directement. Au point où on en était, on pouvait aller aussi loin qu'on le souhaitait. Maintenant, je peux comprendre que dans l'état d'esprit où nous sommes en ce moment, par rapport au football français, par rapport à l'image que le public français peut avoir du joueur de foot, ils aient eu envie de taper un gros coup. Maintenant, sans revenir sur le passé, il y a eu plusieurs joueurs qui ont commis aussi des belles erreurs. Nul n'est à l'abri d'une bêtise, et ils n'ont pas été sanctionnés à ce niveau-là. Donc je me suis dit, oui, Yann M'Vila prend autant de temps. Est-ce que tous les joueurs avec peut-être un autre statut auraient eu la même sanction? Ça, c'est une question que je suis en droit de me poser aussi, quoi. Alors, une petite... Attends, juste Mimi, juste avant, et après tu prendras juste la parole, parce qu'il y a quelques réactions sur Twitter. Brice, si tu peux nous dire 2-3 réactions sur Twitter. Oui, alors en général, donc les sanctions sont normales et justifiées, notamment pour Meriem ou Najar qui pense que cette sanction est totalement méritée et que il serait temps de penser à travailler et arrêter de s'amuser. Mimi, vas-y Mimi. Ouais, moi je vais me permettre de répondre, donc je vais aller contre l'avis de tous. Aujourd'hui, qu'on soit en politique, qu'on soit en football, la France est devenue un pays de people. On parle de ce qui se passe sur le terrain, on parle de ce qui se passe à l'extérieur. Je rejoins encore Jean-Michel, il y en a qui ont fait des fautes sur le terrain et ils ont même pas écopé de rien du tout. Donc juste, faut arrêter. Alors, justifié ou pas justifié, ça doit se régler en interne, certes. Maintenant, je pense que la sanction est très lourde. C'est juste du n'importe quoi. C'est voilà, on va tuer leur carrière. Enfin voilà, moi c'est aujourd'hui l'image de la France qui veut se faire bien voir, qui veut donner l'exemple, c'est comme on sait que le président, on sait où il part en vacances, là on sait que les joueurs ils font des bêtises. Pour autant, on se souvient d'un certain coup de boule qui avait rien donné ou pas grand chose. Voilà, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi.
Donc voilà, il y a des différences. Justement, je voulais venir. C'est très bien que tu dis ça. Justement, il y a des différences et des différences aussi avec Naïsna. Où Naïsna, on se rappelle tous du bus où que les joueurs ne voulaient pas s'entraîner et que ça fait vraiment énormément de polémiques. Je vais pas revenir là-dessus, mais C'est tapé la honte ce jour-là. donc on se rappelle des sanctions qu'il y avait eu. Anelka, je crois que c'était 6 matchs ou un petit peu Non, plus. 18 Anelka. Non mais Bah, mais c'est pareil pour déconner Ribéry qui prend un bus et puis qui défonce le mur d'un hôtel, je pense pas qu'il ait eu de suspension ou quoi que ce soit. Avec le Bayern de Munich, oui, Bah, exact. voilà, enfin je veux dire, c'est tout aussi bête quoi. Moi, je suis tout à fait de l'avis d'Emile dans le sens où c'est disproportionné. Je me permets de prendre la parole 2 secondes. Quand on voit rien qu'à l'Euro, au dernier Euro, pour être clair, pour être concret, Samir Nasri qui va insulter un journaliste. 3 matchs ferme par l'équipe, par la Fédé. Menez qui va traiter un arbitre d'enculé. Il prend un match. Ben Arfa qui refuse de s'entraîner, il prend rien du tout. Mbila qui refuse de rentrer en jeu, il prend rien du tout. Clairement, de qui on se moque. On a des mecs qui ont 20 berges, même pas 20 berges, qui vont faire une sortie en boîte. Bon, ok, d'accord, c'est clair que ça se fait pas, il y a une règle, il y a une éthique, il y a tout ce qu'on veut. C'est moyen. Si c'était passé en Norvège, on n'en aurait jamais parlé, ce serait passé aux oubliettes. Mais là, effectivement, Mbila est en train d'en faire un Ginolabis ou un Kabis, clairement, est devenu la tête de turc du football français parce qu'il faut effectivement éponger clairement sur quelqu'un. Et bah c'est lui qui va prendre pour tout le monde. Ouais, parce que Ribéry c'est plus à la mode. Et voilà, Ribéry c'est plus à la mode. Mais avant il y avait Anelka, on tapait toujours sur lui. Maintenant il y a Mbila et avant il y avait encore Ginola. Mais voilà. c'est plus facile de sanctionner des espoirs que des Nasri. C'est plus facile de sanctionner Griezmann que il y a peu de gens qui connaissent, même si c'est un joueur extraordinaire. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord. Ils ont beaucoup moins de poids, du coup ils peuvent rien dire. Voilà. Après Mvila ou moi je l'accable, il est pas sélectionné en équipe de France A, donc il a encore l'âge de jouer en espoir. Ça devrait être justement l'exemple de tous. Moi, si demain je joue avec quelqu'un qui a une expérience importante, et puis voilà, j'essaye de boire ce qu'il fait, voilà, je suis à son écoute, tout ça. Et puis le fait que ça soit lui, c'est un peu c'est le gros joueur de l'équipe de France Espoir qui redescend du haut. Et puis au final, il fait ça. Donc c'est là où je trouve ça dommage de sa part. Puis en plus, il y avait déjà eu des petites histoires avant où on avait entendu parler de lui. Maintenant, alors, par contre, un gros coup de chapeau pendant que on parle rapidement. Un gros coup de chapeau par contre à Fred Antonetti, entraîneur de Rennes, qui avait 2 joueurs incriminés, donc Mvila et Mavinga, parmi les 5 de l'équipe de France Espoir, qui lui effectivement, bien que Rennes est en difficulté en championnat, a préféré se passer de ces 2 joueurs forts de son 11 type et les sanctionner lui-même sans attendre les sanctions fédérales, au contraire des autres clubs qui en ont rien eu à foutre et qui ont fait jouer directement leurs joueurs le match d'après. Donc juste bravo Antonetti qui a pris les risques pour toute son équipe, pour son club, pour sanctionner 2 gamins qui avaient fait une connerie. Bravo. Voilà, alors donc oui, c'est pas faux. C'était le seul qui a pris les sanctions enfin à bras le corps. Je voudrais reparler d'un autre truc parce que le débat va bientôt être terminé. Il faut parler aussi de ceux qui ont mis cette sanction en place. Donc la Fédé. Est-ce que cette Fédé prend toujours la mauvaise décision? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu politique, mais est-ce que c'est une mauvaise décision pour toi, Pierre, ou pas? Bah, c'est une décision, voilà, c'est une lourde sanction quand même qui va pénaliser l'équipe de France, parce que voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, s'il y a un des joueurs qui met 30 buts cette année, ce sera Didier Deschamps le premier puni à pas pouvoir le sélectionner. Si Mvila il se met dans son coin et puis il fait une grosse saison avec Rennes et puis ça devient un des meilleurs milieux de terrain au monde et puis qu'on peut pas le sélectionner pour l'Euro, on se tire une balle dans le pied. Pour la Coupe du Monde, pardon, on se tire une balle dans le pied. Donc oui, c'est une sanction lourde. Je pense que voilà, il paye. Voilà, c'était le coup de poing sur la table de la Fédé. Il paye pour tout ce qui s'est passé avant. Et puis maintenant, bah comme ça prévient les prochains qui feront une petite erreur. Ils paieront cash. Donc c'est un peu lourd quand même. Ouais. C'est un peu lourd quand même pour toi. Émilie, tu voulais réagir. Ouais, moi je voudrais juste passer un petit coup de gueule. Il ferait mieux, au lieu de salir les carrières des jeunes en devenir, s'occuper de leurs anciens sélectionneurs qui vont entacher
gravement l'image de l'équipe de France. Oh, oh, oh. Ouh là là Voilà, là là là. ça c'est dit, et je pense que tous les footeux et footeuses et pas footix sauront de quoi je parle. Oui, d'un certain livre qui vient de sortir il y a pas longtemps. Exactement, et que je prendrai même pas la peine de lire. Oui, bah en tout cas, il a été très fort en tout cas sur cette communication. Mais ça, Mais bravo, un autre- ça va lui faire de la pub, le pauvre, il pense à Ouais, sa voilà, conversion. voilà, c'est pour ça. On fera peut-être jamais de débat sur lui en tout cas. Donc, une petite réaction, vous, cher chroniqueur, hein, est-ce que la Fédé, on va peut-être commencer par Jean-Michel juste sur ça, est-ce que la Fédé pour toi a pris la mauvaise décision ou prend encore la mauvaise décision? Je sais pas, je serais pas aussi extrême dans mes propos parce qu'ils ont pris une décision déjà. Je pense que ça méritait sanction. Maintenant, je pense qu'ils se sont trompés dans la lourdeur, je dirais, de leur sanction parce que plus que l'intérêt de l'équipe de France, même s'il est important, je pense à l'intérêt du sportif qui mène une carrière, qui a fait une bêtise, qui l'a reconnu tout de suite et qui malheureusement va traîner ça comme un boulet, et ça c'est ce qui me dérange un peu plus. Maintenant, est-ce que la Fédé a fait une erreur en prenant cette décision? Non, parce que ça méritait une sanction. Oui, parce qu'elle est beaucoup trop lourde. D'accord, très bien. Et Thomas, ta réaction là-dessus, après on entendra Mimi là-dessus aussi. Thomas, il est parti? Bon bah, Émilie, alors, ta réaction sur cette Fédé Non, je laisse encore Émilie parler, je suis galant. D'accord, ok. Émilie, ta réaction sur la Fédé a pris encore une mauvaise décision, t'as envie de dire, comme tu le disais tout à l'heure. Lourde, elle est lourde. Enfin, elle est pas, sur le fond, elle est pas mauvaise. C'est la forme qui coinque un peu, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'était un Voilà, peu... c'est un peu c'est disproportionné. C'est juste ça. Voilà. C'est dur à accepter. Ok, Thomas, ta réaction là-dessus. Bah, moi, je trouve cette décision très très politique et très politiquement correcte, mais très médiatiquement incorrecte. C'est juste un coup d'éclat, on va dire, envers les médias pour calmer un petit peu les gens. C'est juste une histoire de redorer un peu le blason de l'équipe de France en disant bah voilà, ils font les cons, mais nous on agit derrière pour les sanctionner. Clairement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que les joueurs qui là ils sont en train de payer, clairement, ils sont en train de payer ces jeunes gamins là, ces minots sont en train de payer pour les Ménès, pour les Nasri, pour les Evra, pour tout ce qu'on veut, qu'on fait un euro pourri mentalement, qu'on fait avant une Coupe du Monde tout aussi pourri, et c'est eux qui sont en train de payer pour eux. Donc je trouve ça scandaleux. Très bien. Bah écoutez, je pense, a été assez complet sur ce deuxième débat sur le débat des espoirs que tout le monde avait hâte de faire, j'ai envie de dire, dans toute l'équipe. Allez, on va passer à l'interview décalée de Pierre Gibaud. C'est parti, c'est maintenant avec Thomas, c'est à toi. Ah, ça fait plaisir. Alors là, attention, il y a du dossier qui va sortir, hein, parce que j'ai eu quelques dossiers. Je suis obligé. Attends, ouais. il nous a lâchement abandonné il y a quelques semaines là pour aller faire le Parisien, donc non, forcément, on est obligé. Non, j'ai pas arrivé en fin de contrat, hein, je suis pas parti de moi-même. Je vais y venir. Alors, première question toute gentille. À choisir, tu préfères Laval, Le Mans ou le Red Star? Un petit mélange des trois, ce serait parfait. Ah non, il n'y a pas de joker. C'est les manceaux qui parlent. Hein. Voilà. Je pense que je vais pencher pour mon premier club et mes premiers pas, c'était Laval. D'accord. Alors justement, on va continuer un petit peu l'évolution de Pierre Gibaud, le footballeur. Ce qui a engendré ta signature roman, c'est l'arrivée de Denis Zanco donc au club. Tu l'as gentiment contacté pour venir se rapprocher de lui, etc., etc. Maintenant qu'il est à la tête de l'équipe première, toi tu pars, comme ça tu pars. Pourtant tu t'entendais bien avec lui, tu étais comme capitaine un peu de la CFA, puis t'es parti. Ouais, alors en fait, je vais raconter un petit peu dans les détails. Donc je suis arrivé j'arrive en fin de contrat stagiaire à Laval et on n'est pas remonté. On était en national, on n'est pas remonté en Ligue 2, donc il y a eu perte du statut pro à Laval. Donc après, avec mon insouciance et mon agent, qui était pas exempt de tout reproche, j'ai décidé de ne pas accepter la prolongation de contrat à Laval, pensant trouver rapidement quelque chose de mieux. Et puis au final, j'ai patienté un petit peu, et comme mes parents d'ailleurs qui m'écoutent, je leur passe un petit coucou.
habite toujours au Mans, mais habitait à Mulsanne, juste à côté du centre d'entraînement. Et ouvrant le journal un matin, voyant mon formateur Lavallois venir au Mans, donc je l'ai appelé pour pouvoir m'entraîner avec eux. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, bah écoute, non, si tu viens, c'est pour signer, c'est pas pour juste t'entraîner, parce que en fait, je me préparais pour aller faire un essai à Lens. Donc voilà, c'était juste histoire de toucher un petit peu le ballon avec des joueurs, quoi, et pas courir tout seul dans la forêt. Donc voilà, et puis il m'a beaucoup aidé dans la signature. Après, voilà, c'était moi sur le terrain, donc c'est que je la méritais aussi. Voilà, de toute façon, entre les 100 EOR du Nord et les 100 EOR de cœur de chez nous, non, le choix était vite fait. Et puis Busan, la passe tardière, ça 5 minutes en voiture, quand même, fallait pas abuser non plus, hein. Voilà. Dis donc. Donc, on continue un petit peu. Donc, 14 avril 2010, date importante pour toi. Tu peux nous en dire plus? 14 avril 2010, c'est un mercredi. Bah, je sais pas, c'était mon premier match en Ligue 1. Exactement, contre Bordeaux. Ouais, c'est ça, Voilà, j'étais rentré à la fin contre Bordeaux, et puis, bon, on était déjà limite condamné, mais bon, c'est, premier pas en Ligue 1, une victoire en plus. Même si j'étais pas rentré longtemps, ouais, non, ça fait plaisir. Et puis après, le match d'après, je rentre pas, mais on gagne aussi à Valenciennes. Donc, on va dire, une bonne semaine. Après, dommage qu'il n'y en a pas eu, dommage qu'on se soit pas maintenu parce que voilà, on aspire toujours à jouer au haut niveau. Donc voilà, non, mais un très bon souvenir. Non, mais c'est vrai que t'avais déjà eu ces mots plein de réflexions après le match. Ça fait plaisir, mais c'est pas une fin en soi. Cette victoire est belle, mais j'oublie pas notre situation au classement. Déjà, t'étais déjà bien formaté, hein. Je suis là, parce qu'il y avait beaucoup de blessés et de suspendus. Ça va, t'étais en plein d'entrain déjà à l'époque, hein. T'étais, bon discours de footballeur. T'avais hâte de revenir déjà. Non, mais bon, on va pas dire n'importe quoi. Après, voilà, ça m'a fait plaisir, mais bon, c'est mieux de débuter dans une équipe où ça marche bien. J'ai fait mes premiers matchs en Ligue 2 avec Laval. On faisait les matchs. C'était les matchs aussi pour le maintien. Mes premiers matchs en Liga, c'est le match pour le maintien. Donc voilà. Avec plus de points au classement, ça aurait été un peu plus confortable de débuter. Un peu plus sympa, oui. D'ailleurs, t'espérais beaucoup, hein, parce qu'on était comme quasiment à un mois de la fin du championnat, donc le Mans était déjà mal barré, hein, on va être honnête, nous déjà on pleurait déjà dans les chaumières, hein. Et tant que nous ne sommes pas mathématiquement en Ligue 2, nous y croyons. Ouais, bien sûr. Honnêtement, t'y croyais quand même, toi. T'y croyais. On était déjà à la rue, mais t'y croyais quand même. C'est ça qui est faut toujours y croire, hein, parce que voilà, je prends l'exemple du Red Star l'année dernière. À la trêve, ils avaient, je sais plus, enfin voilà, ils avaient un bilan comptable catastrophique. Et puis c'est pas pour ça qu'ils se sont dit, bah la saison elle est finie au mois de décembre. Puis au final, ils finissent 10e ou 11e. Puis voilà, c'est dans le foot, c'est jamais fini, hein, même s'il reste. Voilà, on n'est pas monté en Ligue 1 il y a 2 ans sur l'avant-dernier match. Donc c'est pareil, il y a les équipes qui nous ont doublé sur ces matchs-là, ils n'ont rien lâché. J'y étais, je pleurais. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Ça va, c'est cool, merci. Il en pleure toujours. Ouais, toujours, j'ai déjà un peu mal à digérer d'ailleurs. Pour tout le match d'après où on a explosé Nantes à domicile après un début de match catastrophique, enfin bref. Ouais. C'est vrai. En parlons pas, avec un super coup franc de Seb Farcia d'ailleurs au passage, on le remercie. Ouais. Aussi. Tu le remercies d'être parti, non? C'est plutôt ça. Non, pardon, ça je remercie les dirigeants par contre pour ça, mais c'est encore autre chose. Parce que moi le Mans c'est ma passion, c'est mon cœur et non, on n'en peut pas y toucher. Donc oui, donc quand t'es appelé dans le groupe pour ce match contre Bordeaux quand même, tu sais que tu vas rentrer, t'as une petite pointe d'adrénaline, t'as un peu de peur, aller en Bolé c'est quand même un stade sympa. Ouvert au 4 vents, certes, il fait froid, mais sympa. Ouais, sympa. Après, voilà, quand on est dans l'action, tout ça, on a même pas le temps enfin voilà, on n'a pas le temps de cogiter. Puis voilà, tout vient vite. Puis au final, à la fin, quand ça siffle, tu te dis bah ouais, en fait, ouais, je viens de faire mon premier match, mais tu réalises pas trop en fait. Tu fais pas gaffe, quoi. Tu sais que c'est qu'après que tu te dis merde, il des gains, quoi. Ouais, c'est un match de foot. Après, voilà, c'est qu'il y a juste un petit peu plus de caméras, un peu plus de monde, et puis voilà. Après, ça reste un match de foot. Donc un match de foot tout cas plus classique. En finale, maintenant que le recul, tu savores un peu plus finalement que sur le coup, quoi.
Ouais, voilà, bah oui, de toute façon, on savoure un petit peu plus après. Voilà, comme je l'ai dit, hein, je suis rentré que 5 minutes, hein, c'était pas. Bah, c'est quand même 5 minutes en Ligue 1. T'aurais pu te faire lyncher médiatiquement comme le jeune Marseillais qu'on a vu là, qui s'est fait lyncher ces dernières heures. C'est absolument scandaleux, qui est pour rien le pauvre. Enfin bon, bref. Ouais. Et voilà, non, personne t'a cartonné quoi que ce soit. Non, belle victoire au passage, donc tant mieux. Ouais, ouais. Alors, on parlait Ligue 1 parce que maintenant que t'as goûté à la Ligue 1, bon, t'as fait un match certes, mais bon, t'as quand même goûté au groupe Ligue 1. La Ligue 1, on suppose que c'est à terme, c'est une ambition. Quel club te ferait rêver en Ligue 1 actuellement? Alors, me dis pas le PSG parce que là, je pense que je vais faire un scandale. Bah, je suis désolé, hein, mais même si je suis depuis peu en région parisienne, Jean-Michel, il Paris, est pour toi, Jean-Michel, vas-y. Paris, ça a toujours été mon club de cœur. Donc, bien sûr, Paris. Aujourd'hui, encore plus, ça me fait encore plus rêver parce qu'il y a des grands joueurs qui évoluent maintenant. Voilà, Qui ont évolué aussi. Aussi, oui. Jean-Michel. Jean-Michel, d'ailleurs. Voilà. Je vais m'étouffer, mais bon. Non, mais ouais. En France, Paris. D'accord. Et à l'étranger? À l'étranger, je suis. À Barcelone, allez. Non, je suis Gunners. Ah, bien. Un copain Wenger. On le note, on va appeler Arsène après l'émission. Voilà. Alors, moi, j'ai une dernière petite question foot. Après, il y a la question rituelle. Enfin, les deux questions rituelles. Un avis sur Franck Queudru? Parce que bon, Franck Queudru, il se la joue un peu, mais il est comment dans la vraie vie? Bah, franchement, c'est un super mec, hein. Je pense qu'il a tout pris des gens du Nord, la gentillesse, la sympathie, avec le CV qu'il a, je pense que, enfin voilà, ça se voit pas du tout, si, ça se voit sur le terrain, mais en dehors, non, c'est un mec génial avec qui je m'entends bien en plus, donc, non, sur et en dehors du terrain, c'est un super mec. Et d'ailleurs, peut-être qu'il écoute, je sais pas. Ah bah, il est passé il y a 15 jours, donc je pense qu'il écoute, là, oui, il est habitué. Ouais. Tu lui repasseras le bonjour de notre part aussi. Ouais. Mais une très bonne rencontre. Franchement, un bon mec et tout, non, rien à dire. Bon bah ça c'est cool. Alors maintenant les deux petites questions rituelles, même si, enfin si tu es quand même concerné au national, t'es quand même concerné. Avec les nouveaux horaires, notamment de Ligue 2, de national, tu préfères jouer à 18h45 ou à 20h? Ouais, à 20h. Ah bah voilà, enfin un mec qui aime les supporters. Merci. Ouais, mais 20h parce que ça me fait plus de sieste l'après-midi. Ouais, mais imagine, alors attends, toi qui connais le MMA Arena, tu le connais. Imagine nous venir du centre-ville à 18h45 pour aller au MMA Arena, comment c'est une galère. Non, je pense, ouais, non, franchement, par rapport aux supporters, je pense que 18h45, voilà, c'est pour ceux qui terminent le boulot, c'est compliqué de venir. Déjà qu'il sonnait creux le MM Arena, alors là j'imagine pas. Ah bah moi j'y suis allé, je peux te confirmer qu'il est encore plus que d'habitude. Ouais, non, les matchs à 18h45, c'est encore le samedi à 18h45, voilà, ça pose pas forcément trop de problèmes. Mais 20h, ouais, 20h, c'est l'idéal le vendredi. Après, je parle encore moins du match à 14h ou 15h le samedi, hein. Alors ça, c'est un scandale. Bah, y en a qui préfèrent bizarrement, tu vois, parce qu'en Allemagne, c'est ce qu'ils font, donc ils préfèrent en fait. Ouais, mais après, je pense que c'est une habitude à prendre. Nous, on l'a pas prise. Une fois que t'es habitué, je pense que bah, ça va venir avec Bean, tu vas voir qu'il va y venir aussi. Pas de raison que tu y échappes. Et donc la dernière question, la question rituelle, la question d'Emily, la question girl de l'émission. Émilie, ce soir, vas-tu enfin la poser ou faut-il encore que je la pose pour toi? Non, je la poserai pas. Elle la posera jamais, ça, faut mais il est de chez nous, Pierre, c'est un petit gars du Mans, il est de chez nous. Tu peux... Non, même pas, t'as peur encore? Allez. Je vais la poser et Marianne nous dira si c'est vrai ou pas. Pierre, est-ce que tu es plutôt slip ou caleçon? Bah, caleçon. D'accord. On a rien entendu derrière. C'est bon pour ça. C'est vrai. Non, merci Myriam. Non, les slips, je peux pas, ouais. Et encore moins sur le terrain parce que les Bauer, c'est un synthétique. Alors quand je tacle. Ça arrive. Dans la technique, j'adore toujours quand l'invité essaye de se confirmer. Ouais, bon. Maintenant, apparemment, tu commences quand même à t'installer gentiment dans ta vie familiale du côté de Bauer, donc c'est bien aussi. Oui, non, ça se passe plein bien. Plein de bonnes nouvelles ces derniers temps, donc et à venir, donc c'est cool. Ouais, non, tout se passe bien. Maintenant, voilà, on aimerait un petit peu plus de points au classement.
Mais autrement, Moi, je non. parlais dans la vie, parlais dans le côté, Ouais, non, côté mais, perso, là. mais le foot aussi, voilà, tout est ma vie, donc non, non, tout se passe bien ici. Voilà, j'ai été voir mes parents ce week-end au Mans. Oui, dimanche, effectivement. J'ai vu ça sur ton Facebook, parce que j'étais dans des amis Facebook, j'ai cette chance-là, donc j'ai pu me confirmer. J'ai vu d'autres dossiers plus perso, mais ça se dit pas à l'antenne, je l'ai gardé pour toi. Il y a des photos, tout. Donc non, non, Oh. Ok, super. Bah merci, super interview décalée de Thomas, super. Et puis on va passer au pronostic. Merci à toi Thomas. Et je donne la parole à Émilie pour les pronostics. Oui, merci Chris. Donc déjà, avant les pronos, je fais un gros bisou à mon acolyte Flo qui nous écoute et qui est avec nous ce soir. Donc match choisi par ses soins, donc on est sur un spécial Ligue 1. Donc on va commencer donc par le premier match pour le premier match, je disais donc Toulouse-OL, le groupe de Quand on aime le foot a opté pour le match nul. Donc à vos pronos qu'on retrouve tous les vendredis soirs. Donc à vous les garçons. Voilà, Toulouse, Lyon pour toi Pierre. Lyon. Ah, c'est Marianne qui a voté, hein. Ouais, On a entendu. Lyon 1-0 contre Toulouse. But de Bafetti Gomis. Alors on le rappelle, hein, comme Marianne qui est une grande experte de foot quand même, il faut le rappeler, hein, donc. Allez sur son Twitter. Hein. C'est Toutes ça. les actus. Donc Pierre suivra Myriam. Jean-Michel, ton pronostic. Victoire de l'Olympique Lyonnais. Ah là là, à l'extérieur. Oh là là. Ok, Ouais. très bien. Thomas, ton pronostic. Match nul. Allez, match nul pour Toulouse-Lyon et Brice. Victoire de l'OL. Oh, victoire de l'OL, putain, ouh là là, ça va être chaud tout ça. Pour ma part, moi, je vais dire ah là là, je vais dire une victoire de Toulouse parce que je sais pas, je sens bien le outsider là dans l'équipe. Allez, victoire de Toulouse. Et pour toi, Émilie, ton pronostic? Alors donc moi je vais donner celui de Flo qui dit que 2-1 pour l'OL. En même dans l'inverse, ça nous aurait surpris, bizarrement. C'est clair. Bizarrement, il manque le match. Donc allez, je vais suivre Flo, je vais dire l'OL. On dit feuille haute. Elle est gentille ce soir, elle est gentille. Donc on va passer pour le deuxième match. Donc là on va être sur l'AS Saint-Étienne vs Valenciennes. Le groupe qui a opté pour l'AS Saint-Étienne. Donc à vos pronos. Oh, AS Saint-Étienne qui a pris le dessus, d'accord. Pierre, ton pronostic? AS Saint-Étienne. Bah moi je vois une victoire de Valenciennes à l'extérieur. Et de son pote Mathieu Dosevi, c'est mignon. Ouais. Et Anto Le Talec aussi au passage. Allez. Non mais une victoire de Valenciennes parce que je pense que Saint-Étienne va se découvrir et puis cette année offensivement Valenciennes c'est costaud donc je pense qu'ils peuvent créer la sensation au chaudron. Allez, Brice, ton pronostic? Saint-Étienne ou Je Valenciennes? vais dire match nul. Ouh, match nul encore. Ah non, t'avais dit Lyon. Pardon. Non, j'ai dit l'OL. Très bien, match nul. Thomas, ton pronostic? Bah, moi, clairement, c'est un match qui me pose beaucoup de problèmes, parce que j'ai fait mes pronostics sur le groupe et j'ai hésité. Je savais pas quoi mettre sur ce match, ça m'a posé beaucoup de soucis. C'est deux équipes qui jouent très bien et qui ont un très beau jeu. Sûrement les deux plus beaux jeux actuellement proposés en France. Donc, je dirais match nul, mais je pense que VA a quand même la confiance en plus qui pourrait leur permettre de rapporter les 3 points. Donc, match nul, mais je suis assez sceptique quand même. Jean-Michel, ton pronostic? Moi, je vais dire match nul. J'espère qu'on verra un très bon Anthony Le Talec, mais je pense match nul. Ok, allez, tu penses match nul. Ok, très bien. Pour ma part, moi, je vais dire Valenciennes à l'extérieur. J'y crois. Personnellement, je vois les Stéphanois, ça va être dur, même si c'est chez eux. Mais allez, Valenciennes pour ma part. Et Mimi, ton pronostic pour toi? Ok, donc pareil, hein, je vais aussi parler pour Flo. Donc Flo, il voit un match nul, 2 partout, et comme donc, quand on aime, on n'a pas de secret, ça l'embête un peu hein, de voir les Verts prendre un point. Mais pour lui, Valenciennes a la meilleure attaque, donc il dira 2-2. Et puis moi, je vais mettre Valenciennes. Ok. Donc on va enchaîner avec le dernier match. Donc on a l'OM vs Lille. Le groupe a opté pour l'OM, mais c'est très 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 serré. À vous. Allez, c'est très serré. Marseille-Lille pour toi, Pierre. Match nul dans ce match-là, parce que Marseille, j'ai trouvé triste contre Bordeaux, et Lille en ce moment c'est pas trop ça, donc je vois bien un petit un partout. Un petit un partout. Justement, allez, Jean-Michel, toi qui adore le Paris Saint-Germain, tu seras plutôt Marseille ou Marseille?
Le cœur voudrait que ça soit Lille qui s'impose, mais Le la cœur, raison, je pense- il est parisien, dit le cœur. lui. Mais non, je pense à un match nul parce que bon, ça va être un petit peu compliqué avec les soucis offensifs de l'OM et puis bah l'attaque de Lille aussi manque un petit peu de poids même s'ils se sont imposés ce soir. Donc je vois un match nul, ce serait parfait. Match nul, très bien. Thomas, ton pronostic Eh ben, justement? moi, je vais être très ironique, mais je vois Marseille gagner avec un but d'Azoupres. Non, ça y est, allez. Apouzès. Apouzès, tu vois, mais rien que pour faire taire les rageux, les footix, voilà. Exactement, je mets ça. Ça serait bien parce que il y a eu beaucoup de moqueries. Brice, ton pronostic sur ce Marseille-Lille? Victoire de Lille. Victoire de Lille. D'accord, à l'extérieur, hein, pas mal. Tu prends tout le monde à Ouais. contre-pied. c'est pas mal. Brice, tu Non, sors. ouais, Émilie, ton pronostic? Pardon, j'ai pas dit mon pronostic. Pardon, j'ai pas dit mon pronostic parce que on finit toujours par Émilie, parce que c'est la meilleure, toujours. Faut toujours écouter Émilie, c'est pour ça. Donc je finis. Sur cette première journée, c'était pas top, hein, j'avoue. Je vais dire mon pronostic pour Ave. Non, non, moi, pour, les miens. pour ma part, ça va être plutôt un match nul et parce que les deux vont jouer, faut savoir, hein, les deux vont jouer à l'Europa League, enfin l'Europa League pour Marseille et là ce soir Lille a joué, donc il y aura une différence d'un match, mais bon, je vais dire un match nul parce que ça va être chaud des deux côtés, même si Lille a un peu plus de capacité ces derniers temps que Marseille en tout cas. Émilie, ton pronostic? Alors, donc je vais donner directement celui de Flo, même si ça m'arrache un petit peu la bouche de le dire. Tu vas Je devrais même pas le Victoire dire. de Lille. Je devrais même pas le dire, Donc, il chambre. Il chambre. Mais non, mais c'est parce que c'est Flo, donc je le dis. Donc qui dit victoire de Lille, l'OM est décimé en attaque et aura eu une journée en moins de récup. Pour moi, même si je suis OM de cœur, moi je vois un bon match nul, donc soit un 0-0, soit un partout. Bon, ça va encore. Ça va encore. En tout cas, merci Émilie pour ces pronostics. Merci à Flo, lui qu'on entend. Je te fais un énorme bisou. Je t'appellerai dans la semaine, t'inquiète pas. Voilà, petit message personnel. En tout cas, merci pour cette émission. On n'oublie pas, hein, Pierre, il te reste la dernière match à monter de Quand on aime le foot, on parle foot. Ta phrase de l'invité où tout le monde s'est planté. Enfin, beaucoup de personnes. Jean-Michel y arrivait. Jean-Michel y arrivait. C'est vrai que c'était pas mal. Pour 3 fois, il y est arrivé. Le dernier en date, c'était Dominique Violo qui a battu notre record de Quand on aime le foot, même si on l'adore. Philippe Violo. Oui. Je sais pas pourquoi Dominique, je sais pas. Philippe. En tout cas, il a battu notre record. Est-ce que tu vas battre notre record, en tout cas ce soir, le top? Le chrono va être lancé. Pierre, il suffit juste de répéter cette phrase. Écoute-la bien. Hein. Je la redis plusieurs fois si tu veux, il n'y a pas de souci. Interdit au stylo, bien sûr. Hein. Je le répète, hein, tout le monde, hein, obligatoirement. Allez, c'est simple. Ici, Pierre Gibaud. J'écoute Quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici, c'est Pierre Gibaud dans Quand on aime le foot sur RTS Radio, Radio Talk Sport. Avec bien, non, franchement bien. T'as bien ramé, merci Meriem, mais bref, bien joué. On sent qu'il y a eu une lettre derrière un petit peu. Hein. Non, même pas. Vous m'entendez, Meriem derrière. D'ailleurs, dédicace, @Meriem_Ounajar, hein, préciser. Voilà. Et un petit coucou à mes parents et à son petit frère qui doit écouter aussi. Donc voilà, je fais un bisou à tout le monde. Et aussi à nos amis sartois parce qu'on n'est pas loin, nous aussi, donc on profite. C'est rare, voilà. on profite. Grosse dédicace au Mans, ça c'est clair. Depuis le temps qu'on voulait avoir un joueur du Mans. Enfin, il est passé au Mans, il y est plus, mais c'est quand même un joueur. Alors ça, par contre, ça passe mal, mais c'est pas grave. Ça sera de la rancœur, tout ça. Tout à fait. Alors, merci encore à toi, Pierre. C'était Oui, mais c'est pas grave, il faut dire allez le MUC. Ouais, c'est vrai, allez le MUC ce soir. Non, erreur. Le Mans FC. Non, ça, on connaît pas. Pour les Manceaux, ça restera toujours le MUC. Voilà. Ah oui, on a des purs supporters, oui, c'est vrai. Ouais. Merci à vous tous, merci à mes chers auditeurs, merci à tous nos auditeurs, tous nos membres sur Quand on aime le foot, merci à Flo qui est là ce soir, merci à tous mes chroniqueurs, Jean-Michel, Brice, Thomas, Émilie, et merci encore à toi, Pierre, d'être venu dans notre émission. C'est un énorme plaisir de t'avoir dans notre émission. Écoute, tu reviens quand tu veux, quand la porte est grande ouverte. Quand t'as envie de parler, quand t'as envie de discuter, écoute, quand t'as envie de débattre surtout, viens dans notre émission, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, c'est le plaisir est partagé, donc voilà, non, c'était sympa. Merci beaucoup.
Merci à vous tous, merci et à bientôt. J'ai envie de dire mardi prochain, on se retrouve dans notre émission comme tous les mardis soirs à 21h avec mon équipe de chroniqueurs et avec un invité. Je vous laisserai la surprise. On le saura bientôt, j'espère, en tout cas. Et je vous fais un énorme bisou à vous, chers auditeurs. À très bientôt. Quand on aime le foot, on parle foot. Valentir partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.